Salut la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole, le podcast qui t'accompagne dans tes trajets en voiture, mais aussi au sport, dans ton lit, sous la douche et sur les chantiers. D'ailleurs, big up à tous ceux qui sont en chantier en ce moment. Bon courage à vous, jingle. On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Business en bagnole. Allez, bienvenue aujourd'hui. Je veux poser un constat important, je pense. Quelque chose peut-être que tu connais, que tu vis au quotidien si tu t'intéresses au développement personnel, si tu t'intéresses, moi j'appelle ça souvent l'évolution personnelle, à aller chercher des choses plus grandes pour ta vie, aller chercher des objectifs plus importants. Je pense que le dev perso se fout de ta gueule. Je pense que le dev perso se fout de notre gueule, et je pense que il faut faire attention avec toutes ces recettes magiques et ces frameworks à suivre et ces listes de tâches. Et je suis le premier à te donner des listes, en effet, ou des checklists, ou des clés qui peuvent t'aider à avancer, etc. Et je pense que c'est encore ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs, tu vois, je vais te donner un certain nombre de clés pour faire passer ta vie à un niveau supérieur, pour avoir plus de résultats dans plein de domaines de ta vie. Encore une fois, je ne suis pas un grand gourou du dev perso, mais mon but en tant qu'investisseur et en tant que personnage sur internet, youtubeur, je ne sais pas comment tu appelles ça, et puis mon but profond à moi, c'est de connecter avec des gens, connecter avec un maximum de personnes pour leur permettre de voir plus grand, d'oser, d'aller plus loin dans tous les domaines de leur vie, notamment dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, pour se développer au-delà finalement de ce qu'ils imaginent, et de te développer au-delà de ce que tu imagines. Il y a un truc qui me rend fou, c'est mon pourquoi, c'est ma cause, c'est que tout le monde, tous autant qu'on est, et moi le premier, on se sous-estime, on sous-estime ce qu'on peut faire, et tant qu'on ne sait pas prouver des choses, tant qu'on ne sait pas prouver ce qu'on pouvait faire, là où on peut aller, etc., on est toujours en train de se sous-estimer, et puis même une fois qu'on se le prouve, finalement on vient de passer une étape et on pourrait faire encore mieux. En fait, on est des espèces de machines à excuses, on est toujours en train de retrouver notre zone de confort, on est toujours en train de retrouver notre petit train-train, et peu importe le niveau auquel on va se retrouver dans n'importe quel domaine qui nous intéresse, encore une fois, on va se retrouver à un endroit, voilà, où on est content parce qu'on a des résultats, on a des premiers résultats ou des résultats importants ou des meilleurs résultats que 99,9% de la putain de population qui bouge pas son derche, et donc forcément à un moment on arrive dans cette zone où il se passe plus rien, et c'est justement ça qui chez les high performers, qui chez les gens qui vont vraiment plus loin, chez les grands entrepreneurs, chez les grands investisseurs, chez les gens qui moi personnellement m'inspirent, et j'espère toi aussi si tu es sur ce podcast ou sur cette chaîne. Encore une fois, on est et sur le podcast et sur YouTube si tu souhaites, en mode backstage, salut YouTube, ce qui n'apporte rien globalement, de voir ma tronche en train de te parler, mais c'est une plateforme qui est pratique. Aujourd'hui, je voulais te donner 6 clés, j'en ai 6 qui peuvent justement t'aider à aller plus loin que le dev perso, et à mettre en tout cas en action le dev perso, parce que le problème du dev perso, c'est ça, c'est que sous plein de préceptes, et il y a plein de gens, de gourous qui parlent de dev perso, ou de gens d'ailleurs tout à fait très bien. Moi aussi, je lis plein de bouquins de dev perso, j'adore le dev perso, je suis des gens, etc. Mais souvent, tu as l'impression que tu vas avoir une recette magique, tu vas avoir un truc magique à faire qui fait que ça va réussir. Et en vrai, et c'est ma première clé, ok, le vrai truc à faire pour performer, le vrai truc à faire pour réussir, le vrai truc à faire pour atteindre tes putains d'objectifs là où tu veux aller, c'est juste BTC, quoi. BTC, c'est pas Bitcoin, c'est bouge ton cul. Bouge ton putain de cul, en fait. Le truc, c'est qu'il ne peut rien arriver de bon en restant dans une zone de confort, en restant dans une zone, en restant dans ta routine, en fait, sans rien changer ni à tes habitudes, ni à ta vie, ni à ta façon de penser, manger, sortir, dormir, faire du sport, etc. Il ne va rien se passer, en fait. Tu vas faire des micros ajustements. C'est comme si je te disais, tu veux régler une voiture de course, tu vois, tu veux régler une F1, tu vois, le truc qui demande des super réglages de dingue pour aller sur le Grand Prix. Tu vas gagner des micros, des millièmes, des dixièmes, des centièmes de seconde sur chaque tour. Ça demande des micro-réglages, tu vois. T'es pas en train de dire, ok,
ok, je vais juste changer un dixième d'amortisseur et puis je vais gagner 1 seconde au tour. Non, ça va demander des dizaines, des centaines, des milliers de micro petits réglages, un petit peu les pneus, un petit peu les amortisseurs, un petit peu l'aérodynamique, le moteur, le machin, le truc. Et c'est la même chose en fait avec nos vies, c'est-à-dire avec nos objectifs. C'est que tu ne peux pas genre changer juste un truc, te mettre en mode ok, je change les pneus. Et du jour au lendemain, tu vas avoir des résultats de malade, tu vois. Et souvent, c'est le syndrome du débutant qui se lance dans l'immobilier ou qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui se lance dans l'investissement. Il se dit que voilà, je vais changer les pneus et j'ai pris des bonnes résolutions. C'est le syndrome des bonnes résolutions, tu sais, du 31 décembre, là. C'est les putains de bonnes résolutions que tu as oubliées 1 semaine plus tard. Tu crois que tu as changé les pneus, ça suffit? Non, ça va demander de bouger ton putain de cul, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un vrai changement dans ta vie, une réorganisation si tu veux, encore une fois, être un high performer, un high achiever, arriver à des choses importantes, hein, pas juste voilà, faire de conneries. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin. En tout cas, moi, ce qui me botte et ce que je fais et ce que je cherche à faire et mes objectifs, c'est plus loin. Et comment je cherche à t'accompagner, et c'est aller plus loin, c'est être plus gros, arrêter les conneries. Donc vraiment, la clé numéro 1, c'est ça, c'est finalement le dev perso, c'est très bien, c'est très joli, c'est mignon, mais bouge ton cul, en fait. Le hustle, arrêter de se raconter des conneries, arrêter de se donner des excuses et just fucking do it, quoi. Ça, c'est la clé numéro 1. Et pour ça, il faut y consacrer du temps. Souvent, on se voile la face. Alors, c'est encore une fois, et souvent dans l'immobilier d'ailleurs, le syndrome du débutant. Alors, encore une fois, prends pas peur, hein, pour acheter son premier appartement, il n'y a pas besoin d'y consacrer des milliers et des milliers d'heures, mais il faut y consacrer quelques heures. Pour en acheter 10, il faut y consacrer beaucoup plus d'heures. Pour acheter 3, 4, 5 immeubles, enchaîner, etc., puis commencer à se diversifier, peut-être faire du marchand de biens, oui, là, il faut y consacrer vraiment du temps. C'est-à-dire que si tu veux des vrais résultats qui sortent de l'ordinaire, encore une fois, on parle toujours de faire mieux que 99,9% des gens, parce que sinon, ça sert à quoi finalement? À quoi ça sert? Si c'est pour faire comme tout le monde, à peu près bien, juste un truc en plus, bah mettons-nous à la peinture sur soi, tu vois, mettons-nous au crochet, où on a qu'à faire de la marche en montagne, tu vois, si c'est pour faire ça. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, moi, c'est pas ça qui m'intéresse personnellement. Donc, il va falloir y consacrer du temps, il va falloir réorganiser ton putain de planning. Enfin, plein de fois on me dit Yann, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça, je sors du boulot, j'ai les enfants, j'ai trucs, mais j'ai envie de te dire, t'as pas d'excuses, toi. Moi non plus, j'avais pas le temps, moi non plus, j'ai toujours pas le temps aujourd'hui, et personne, je pense pas que Warren Buffett, je pense pas que Bill Gates, je pense pas que n'importe quelle personne que t'admires, Jordan, qui tu veux, a le temps, tu vois. Personne a le temps, tout le monde est super pris, tout le monde a des enfants, une famille, un machin, un truc, un chien, un perroquet. Donc il faut y consacrer du temps. À toi de trouver tes heures. On a déjà parlé ensemble de la théorie des vases, où il va falloir vider un vase finalement pour en remplir un autre. Mais un vase, c'est ton temps. Et au bout d'un moment, dors 1 heure de moins, tu vois. On a... qui c'est qui disait ça dans son bouquin, c'est Schwarzenegger, je crois, qui dit ça, qui dit voilà, au bout d'un moment, t'as pas d'excuse, dans une journée, il y a 24 heures, même si tu passes 8, 9, 10 heures au boulot, bah, il te reste encore 14 heures, tu vas dormir 6 heures, voire même, fais pas chier, dors que 5 heures, et puis voilà, il va te rester encore 9 heures ou 8 heures, ou même 7 heures si tu dors 1 heure de plus, tu vas passer 2 heures avec tes enfants, ta femme, machin, il te reste encore du temps, en fait, c'est du bullshit, tu vas plutôt que regarder Netflix le soir à 21h, bah, lis un livre, travaille sur tes projets, cherche de l'immobilier, passe des coups de téléphone, etc., etc. Donc, comprends que si tu vas atteindre des gros niveaux, et souvent c'est encore une fois l'effet paillette, l'effet qui brille, tu vois, on veut arriver à tant d'argent, on veut arriver à tant de cash flow, on veut arriver à l'indépendance financière, le truc à la mode, et ouais, ok, très bien, on met l'objectif, on note l'objectif, on a un objectif, mais pour l'atteindre, faut pas juste changer les pneus, faut faire des millions de réglages sur cette putain de voiture, et ça demande du temps, ça demande d'essayer, puis je me suis trompé, les suspensions elles sont trop dures, je retourne au stand et puis il faut que je change les ressorts, ou je sais pas comment ça marche, pour que les suspensions soient moins dures, tu vois. Donc c'est vraiment l'idée. Il y a une idée aussi au sein de cette clé de bouger ton cul, c'est aussi d'accepter la sortie de zone de confort. Ça c'est quelque chose vraiment qui se pratique, ça se pratique comme un muscle. Accepter la douleur finalement, ou même pas accepter la douleur, mais embrasser la douleur. Alors je te dis pas de te cramer les poils des bras tous les jours sous une bougie, hein, et de te verser de la cire dans les yeux, mais ce que je te dis c'est que être dans cet inconfort, être dans cette zone de douleur entre guillemets, dans cette zone où t'es pas serein,
ou t'es pas serein parce que tu sais pas faire quelque chose, ou tu sais pas assez bien faire quelque chose, ou t'es en face de gens qui savent mieux faire que toi, ou alors t'essaies de faire un truc publiquement et tu te casses la gueule. Moi, combien de fois je pensais faire des super vidéos sur tel ou tel sujet, et puis en fait tout le monde s'en fout, ou alors je pense à faire telle ou telle chose et puis ça fonctionne pas, etc., etc. T'as la même chose dans l'immobilier. Combien de fois tu fais des offres, tu te fais passer devant, tu crois que tu vas signer, tu signes pas, la banque elle te suit pas, tu dois en faire 20, etc. Donc il faut que tu acceptes cette douleur là. Il faut que tu sois capable d'être bien dedans. Et souvent, on n'est pas bien dedans quand on a un esprit, et moi je suis vraiment comme ça, qui aime pas l'échec, qui aime aller vite surtout, impatient. Je suis très très impatient. Et ça te force à travailler sur ton impatience. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a aidé mon impatience, c'est de travailler sur de plus gros projets. Je fais une parenthèse, c'est-à-dire que là, typiquement, je suis en train de préparer un projet, je l'ai partagé sur Instagram il y a quelques jours, donc j'ai fait mon rétro-planning et tout, machin, je fais un Excel, tout ce que tu veux, le chiffrage, enfin tout bien, tu vois. Et le projet prend 32 semaines. Et encore 32 semaines dans le meilleur des cas si le coronavirus me casse pas les couilles, et que je peux me déplacer facilement, qu'il n'y a pas d'imprévu, etc. Donc 32 semaines. Donc faire des projets plus grands, bah, t'apprends la patience finalement, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Moi j'aime bien, tu vois, les victoires rapides, j'aime bien passer à autre chose, j'aime bien grossir, j'aime bien faire toujours plus gros, machin. Et ça, finalement, ça m'apprend la patience, qui est une forme de douleur. Hein. T'as envie de dire au monde entier, là, tu vois, j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de te le pitcher, j'ai envie de te demander ton aide, j'ai envie même... Enfin, vraiment, ce projet, ça va être un truc, encore une fois, plus gros, tu vois, plus gros que ce que je fais, plus gros que moi, plus gros que toi, plus gros que nous. Je pense que ça va inspirer des gens, je pense que ça va montrer surtout à des gens, et encore une fois, j'en reviens sur le pourquoi dont je t'ai parlé en début d'épisode, tu vois. Je veux montrer aux gens que c'est possible, et j'ai hâte, du coup, tu vois. Ça va me demander aussi des vraies sorties de zone de confort, d'aller rencontrer des gens que tu rencontres pas normalement, de parler d'une façon dont tu parles pas d'habitude, de se mettre aussi peut-être un peu plus à nu, etc. Donc il faut que tu acceptes cette douleur. Il y a un bon moyen d'ailleurs d'accepter cette douleur et de sortir de sa zone de confort, c'est de changer ses habitudes tous les jours. C'est tout con. Alors là pour le coup, tu vois, je te fais un peu un truc dev perso magique, mais c'est tout con, ça marche vraiment bien. C'est de changer tes habitudes tous les jours, de faire exprès de changer tes habitudes. Par exemple, tu rentres du boulot, toujours de la même façon, toujours par la même route, ou tu vas à la salle de sport, ce que tu veux, tu es à pied, tu vois, tu connais par cœur le chemin, et ben tu changes. Tu vois, tu te dis, tiens, aujourd'hui je vais passer par là, et puis tiens, aujourd'hui je vais pas prendre ma voiture, et puis tiens, j'y vais en vélo, et puis tiens, etc. Et en fait, de changer à tous les niveaux, hein, toutes tes petites routines, de jamais être dans la routine, ou en tout cas d'être le moins possible dans les routines qu'on peut se donner. Ça peut être l'ordre où on se lave les dents avant de se mettre de la crème, avant de se coucher, tu vois, j'ai envie de te dire, la minute beauté. Mais faire ça tout le temps, souvent, ça entraîne ton cerveau, encore une fois, à ne pas avoir de routine, et ça va t'aider à tout ça. Parce que au-delà du dev perso, on fait des câlins aux arbres et des bisous aux papillons, ce que j'aime bien et ce que je préfère, en tout cas ce qui fait plus de sens pour moi, ce qui sonne moins bullshit pour moi, c'est tous les conditionnements de cerveau, tous les hackings de cerveau, et tous ces petits conditionnements, tous ces petits hackings. Je te parle souvent de remarquer quelque chose, je te parle souvent de noter quelque chose. Quand on note, quand on remarque quelque chose, ça nous revient plus en tête, et ça nous force, tu vois, on crée des nouveaux réflexes finalement, hein. C'est comme si à force de faire du judo, tu vois, de faire toujours le même mouvement, et au bout d'un moment ça crée un réflexe, et puis finalement tu te fais attaquer dans la rue, et le gars, tu le retournes, tu vois, tu lui fais la planchette japonaise. Et c'est la même idée. Ça fonctionne bien, vraiment, donc ça marche. Mais en tout cas, sortir de ta putain de zone de confort, il faut que tu l'acceptes de toute façon. Si tu veux arriver en mode le truc des réseaux sociaux, tu vois, la fausse image des réseaux sociaux du mec riche, qui fait ce qu'il veut, qui part en vacances que dans des palaces, qui prend l'avion toujours en first, la grosse bagnole, etc. Tous les trucs que te vendent d'ailleurs les mecs qui sont un peu creux derrière. Ça, c'est une fausse image, déjà, première chose. Parce que, si tu fais ça, tu es pas bien conditionné pour être riche. C'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire qu'on te vend ce truc-là comme j'ai réussi, je suis riche, donc fais comme moi. Mais en fait, les mecs qui font ça, n'ont pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'ils ont un peu réussi, etc., juste assez pour acheter la Lambo, la Porsche, le machin, la Ferrari, les grosses bagnoles, et puis partir dans des beaux endroits. Donc oui, ils ont réussi, hein, d'une certaine manière, ils ont fait mieux que 99%. Mais en vrai, si tu gères ton argent comme ça,
et surtout avec un tel niveau de chauffe, etc., bah t'es con, t'es nul et tu sais pas gérer ton argent parce que finalement, même quand t'as beau peser 2-3 millions net, d'avoir 2 Lambo, une Ferrari, c'est débile, tu vois. C'est-à-dire que c'est des voitures où t'es plus à 10, 15, 20 millions, etc. au-dessus. Et dans la façon de gérer son argent, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. On en parle souvent en masterclass aux gens qui sont un petit peu plus avancés avec nous, notamment le Million Run, etc. et tout ce qu'on peut faire, où on partage nos tableaux Excel, notre façon de penser. J'en parle souvent et je crois que j'en ai parlé dans cette vidéo qui s'appelle je sais plus comment. Il y avait un titre putaclic, ça devait être 9 façons d'atteindre l'indépendance financière ou je sais plus quoi, où je te fais ce ratio justement de bagnole, c'est-à-dire que c'est bien de se faire plaisir, mais moi j'en peux plus encore une fois de ce bullshit, ouais mais j'ai travaillé, je me fais plaisir, je craque 200 000 balles dans ma bagnole, ouais c'est bien, mais enfin tu craques 200 000 dans ta bagnole, il te reste combien en cash sur ton compte? Il te reste 300, 500, 600, même 800, c'est bien, hein, c'est mieux que plein de gens, mais en vrai c'est débile de craquer 200 000 balles dans une voiture quand il t'en reste 400 derrière. C'est vraiment idiot. Enfin, t'es en train de te tirer une balle dans le pied, t'es en train de ralentir ton accélération, t'es en train de ralentir tout ce que tu pourrais faire après avec cet argent. Oui, mais Yann, faut pas toujours plus d'argent, blablabla, la course à l'argent. Mais ta gueule, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que l'argent n'est pas que la course à l'argent. Tu vois, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. C'est-à-dire que cet argent va pouvoir t'aider et le fait de le garder, de le faire grossir, va pouvoir t'aider toi, va pouvoir aider ta famille, va pouvoir aider les gens que t'aimes, va pouvoir donner à des associations, va pouvoir éradiquer des maladies, etc., etc., tu vois, des œuvres de charité, tout ce que tu veux. Donc c'est limite un crime, enfin je trouve ça tellement con d'être juste assez intelligent et fort et chanceux et tout ce que tu veux, tu mets tous les mots que tu veux, pour arriver à X de patrimoine, pour dès que tu as atteint un espèce de niveau psychologique, encore une fois, zone de confort, tu vois, ah, ça y est, j'ai mon million, j'ai mes 2 millions, mes 3 millions, ce que tu veux, je deviens débile, tu vois, et je show off, et je mets ça sur Instagram, tout ce que tu veux, tu peux le faire un peu, mais deviens pas débile. Je vois des gens qui basculent trop, tu vois, ça me fait bizarre, je comprends pas. Alors que si tu étais un peu plus intelligent, que tu voyais un tout petit peu plus loin que le bout de ton nez, et que tu étais un tout petit peu plus dans la récompense, un petit peu plus loin, tu vois, de façon temporelle, au lieu de te récompenser tout de suite, récompense-toi dans 2 ans, dans 3 ans, ou au moins récompense-toi à la hauteur d'un investissement intelligent en termes de pourcentage de ton patrimoine, quoi. Voilà. Y a une phrase comme ça qui dit les gens achètent des trucs dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils connaissent pas. Un délire comme ça, et je trouve que c'est assez vrai. Pourtant je suis le premier à adorer les montres, avoir des montres, etc. Mais enfin, fais-le intelligemment. Parce que il n'y a pas un niveau où l'argent ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui j'en parle aussi souvent, qui est très intéressant. Il faut que je trouve un nom. Tiens, c'est une idée de nom pour ce niveau, mets-le-moi dans les commentaires. C'est le niveau, tu sais, où tu as largement assez pour vivre, où tu regardes plus les prix, où finalement ton niveau de vie augmente énormément parce que les prix changent pas autour de toi. Donc t'as dépassé le niveau, tu sais, où tu peux pas faire tes courses, où tu regardes les courses, où tu peux pas dépenser, tu pètes un plomb 3 fois plus ce mois-ci, ou sortir beaucoup plus. Tu vois, t'as un niveau où une fois que tu l'as passé, vu que les prix finalement, le coût de la vie reste le même, les loyers, même si tu augmentes ton standing, ça va pas non plus monter à 10 000 euros par mois. Quoique ça dépend des endroits, mais enfin en France, classiquement, même dans une grande ville, bon, voilà, c'est capé au bout d'un moment. La bouffe, c'est capé, les sorties, c'est capé. On te fait pas payer plus cher quand tu rentres dans un resto, dans une boîte, parce que t'es plus riche. Donc il y a un niveau de confort, niveau d'opulence, t'appelles ça comme tu veux, où en effet, t'as vite fait de devenir con parce que tu atteins ce niveau et tu te rends compte que tu peux dépenser plus, donc tu commences à faire des mauvais choix d'investissement. Et je trouve ça bizarre parce que pour moi, un bon investisseur intelligent, il a galéré pour arriver à ce niveau-là. Je sais pas toi, mais moi j'ai galéré. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, il devient con parce qu'il se rend compte qu'il est à ce niveau-là et puis il se dit bon, c'est bon, j'ai plus besoin de mettre autant de côté. En fait, il réagit en chiffres et plus en pourcentage. Ou il oublie ses pourcentages, ou je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais il faut vraiment que tu te prépares à pas faire ça, parce que c'est con, et parce que l'argent, une fois qu'il t'a servi toi, une fois qu'il a servi tes proches, une fois qu'il a servi
les gens que t'aimes, tes amis, ce que tu veux. Il va pouvoir servir d'autres causes aussi plus grandes. Il va pouvoir servir tes salariés, il va pouvoir servir tes collaborateurs, il va pouvoir servir des grandes causes, du non-profit, des associations. Tu vas pouvoir faire des trucs de dingue. Mais pour ça, il faut être un peu intelligent. Donc, réfléchis plutôt en pourcentage, en termes de rentabilité, réfléchis plutôt sur plusieurs années, encore une fois à plus long terme et en patrimoine global. Mets-toi des objectifs plus gros, toujours plus gros, parce qu'en fait dès que tu reviens dans le confort, il faut augmenter ces objectifs-là pour pas devenir con et pour pas te ralentir. C'est censé être beaucoup plus facile et finalement, quand tu vas en être là, tu vas commencer à stagner à un espèce de niveau intermédiaire, alors que c'est censé là maintenant devenir super plus facile. Donc fais pas de conneries. Moi, ce que je te conseille, et moi c'est ce que je fais beaucoup, c'est-à-dire que dès que tu crées plus d'argent, dès que tu as une grosse rentrée d'argent, ça peut être une vente IMO, une plus-value, tu fais du marchand, ça peut être une prime, un salaire, une revente de boîte, ça peut être voilà. Dès que tu as de la rentrée, on va dire exceptionnelle, tout de suite, fais disparaître cet argent, place-le, fais-le travailler, sois juste intelligent et pense plus long terme, ok ? Te compare pas aux fausses images des réseaux sociaux et garde en tête ce bouge ton cul. Là, j'ai fait la parenthèse en effet de ce qui va se passer après. Je vais revenir peut-être un peu plus pour les gens qui sont au début. Au début, mon pote, ça va être compliqué. Hein. Vraiment, tu n'arrives pas au niveau des fausses images que tu vois sur Instagram en 2 jours. Moi, ça m'a peut-être pris 5 ans avant de commencer à avoir des revenus plus stables. Enfin, plus gros et plus stable. C'est-à-dire que au début, j'ai fait de l'IMO comme tout le monde, ensuite j'ai fait du marchand de biens. Donc là, j'avais des rentrées d'argent en effet assez importantes pour mon âge, mais pas stables. C'est-à-dire que voilà, je pouvais faire un coup, rentrer 100 000 € et puis rien pendant 6 mois. Donc, ça vient pas tout seul. Et tu vas faire des conneries, tu vas te planter. Enfin, nous, on avait monté une agence IMO parce qu'on s'est dit, tiens, on est marchand de biens, et puis tiens, on fait de la rénovation, ça sera intelligent qu'on ait une agence IMO, comme ça, on va maîtriser toute la chaîne. Fausse bonne idée, connerie, tu vois. C'est-à-dire qu'une agence IMO, ça fonctionne, c'est très bien, c'est une bonne idée, si, encore une fois, tu bouges ton cul, si tu arrêtes de te raconter des excuses, si tu arrêtes de dire des conneries, et que tu la lances comme tu lancerais une agence IMO, en fait. Si tu lances une agence IMO juste pour t'appuyer sur autre chose, c'est comme tous les gens qui me disent, Yann, je fais beaucoup d'immobilier, je lancerais bien une boîte de travaux. C'est pareil, si tu lances une boîte de travaux juste pour s'appuyer sur ce que tu fais déjà, sans y mettre de focus, sans y consacrer du temps, sans bouger ton cul, sans sortir de ta zone de confort, sans accepter la douleur, sans viser plus grand, sans voir plus loin, exactement tout ce qu'on vient de dire dans ce point 1, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. J'ai fait plein de tests comme ça, de boîtes, certaines qui ont vécu ne serait-ce qu'une semaine, qui sont restées au stade de l'idée, ou en tout cas de la preuve de concept, des choses où je suis allé trop vite. Enfin, je veux dire, j'ai été jusqu'à acheter un bar, le remonter, le garder un petit peu, et puis le revendre. Enfin, à quel moment c'était rigolo, ouais, mais c'était pas très intelligent. C'est-à-dire que bon, c'était une expérience, tu vois, de remonter une boîte. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, de faire monter des boîtes ou de remonter des boîtes en difficulté. Par contre, il faut que ça soit aligné avec ce que tu veux faire. C'est-à-dire que là c'était juste plus un défi qu'autre chose. Et voilà, c'est rigolo. Mais en tout cas, ça permet aux haters qui s'amusent de dire que j'étais barman. Bon, j'étais juste propriétaire du bar, ce qui est un petit peu différent, mais c'est rigolo. Donc, comprends que ça va être semé d'embûches, que ça va être chiant, et que finalement, tu peux rien faire contre ça. Tu vois, moi, ça me fait chier, je déteste, je te jure, je déteste échouer, je déteste perdre du temps, je veux aller plus vite, plus haut, plus grand. Mais finalement, c'est obligé. Et quand tu commences, tu dois le comprendre parce que c'est obligé. Tu vas forcément échouer. Tu vas échouer. C'est chiant, ça fait chier. Mais plus vite tu auras échoué, plus vite tu auras enchaîné, plus vite tu auras consacré du temps. Et au début, il va vraiment falloir... Enfin, moi, franchement, j'ai passé un grand moment, et peut-être même encore un peu aujourd'hui. D'ailleurs, je suis peut-être un peu associable, à pas voir grand monde, à toujours penser à mes trucs, à être un peu...
Enfin, les gens pensent, tu vois, que je suis dans la lune ou que je suis chelou, je sais pas comment dire ça, tu vois, que je suis pas très attentif à ce qui se passe autour, mais en fait je suis attentif à ce qui se passe autour, c'est juste que je m'en fous, parce que je suis tellement à fond sur ce qui est en train de se passer dans ma tête, de la réflexion, de ce que je vais faire ensuite sur tel projet que j'ai en cours, que finalement tout le reste me paraît fade et pas intéressant. Il faut que tu arrives à trouver ça. Il faut que tu arrives à trouver ce niveau d'engagement, parce que sinon ça va être douloureux, tu vois. Déjà avec ce niveau d'engagement, c'est un peu douloureux, c'est un peu compliqué, c'est pas tous les jours rose, mais si t'as pas ce niveau d'intéressement et d'engagement, moi je pense que c'est personnel, mais je pense que c'est compliqué. Donc si tu te lances dans l'IMO, vraiment consacre-y du temps pour chercher, pour trouver, pour te former, pour connaître des gens, pour faire du réseau, pour toucher du doigt, pour faire des travaux. Putain, j'en ai mangé des travaux. Oh, si tu savais le nombre de rénovations que je me suis mangé, putain, mes outils, je les ai usés. Hein. Mais il faut, voilà, c'est-à-dire que vraiment, je regrette pas. Et limite, si je pouvais revenir en arrière, ben, je referais beaucoup de choses de la même façon. J'éviterais toutes les erreurs et tous les moments où j'ai perdu du temps, mais faut faire ton chemin de croix, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas devenir. Il y a je sais plus quel auteur qui dit que pour exceller pour devenir expert dans un domaine, il faut 10 000 heures de travail. Si tu veux être expert, par exemple, tu apprends la guitare et puis tu veux devenir un virtuose de la guitare, mais il faut 10 000 heures. 10 000 heures, c'est beaucoup. Hein. 10 000 heures, genre, attends, on va faire un petit calcul, là, ça va être rigolo. Disons que t'en fais 6 heures par jour. Donc genre t'es piqué, hein, t'es putain de passionné. Hein. 6 heures par jour pendant, allez, on va dire 5 jours, on va te laisser les week-ends. C'est 30 heures par semaine, ça fait 120 heures par mois, ça fait 1440 heures par an. Donc tu vois, 10 000 heures, 1440, ça fait encore 7 ans, quasiment 7 ans. Bon, attention, hein, 10 000 heures, t'es level virtuose, hein, ça rigole pas, hein, c'est Don Diego de la Vega de la Casa. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin non plus, alors pour être certes virtuose, il faut 10 000 heures, mais pour être bon dans quelque chose, pour avoir une expertise, une vraie expertise, il faut pas 10 000 heures. Une vraie expertise, il faut 1000 heures. 1000 heures, c'est déjà beaucoup. Hein. Refaisons notre petit calcul. J'avais fait 6 heures par jour pendant 5 jours sur l'année. Ça faisait 7 ans. Là, on n'a qu'à tout diviser. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire que, allez, 1 heure par jour pendant 5 jours, ça fait 5 heures pendant un mois, 20 heures sur l'année, 240 heures. Donc t'es déjà à 5 ans, tu vois. Par contre, si tu fais le mix des deux et que justement tu y consacres du temps, tu te libères des heures, et tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Et déjà 1000 heures, t'as fait un joli tour d'un sujet. Donc, c'est ma clé numéro 1. La clé numéro 2, j'en ai déjà parlé, et elle est indispensable. Et dans l'IMO, et dans le business, entrepreneuriat, la bourse, le trading, tout ce que je peux faire aujourd'hui, que ça soit de l'investissement ou du projet, je peux pas faire sans, et je me rends compte tous les jours un peu plus de l'importance de ce point-là. Découper, mesurer. Premièrement, découper. Parce que si tu découpes pas, tu n'avances pas. Regarde, je te parlais du fameux projet sur 32 semaines en début de ce podcast. Si je découpe pas ce projet, il est tellement massif que je suis submergé, tu vois, par la tâche. C'est comme si je te disais, je te donne un pinceau, je te mets devant un immeuble de 60 étages, tu vois, une tour, et puis je te dis, tiens, un pot de peinture, et puis tu dois peindre tout. C'est pas compliqué, tu rentres, tu prends tous les murs de tout l'immeuble, tout partout, tous les appartes, les plafonds, les murs, tous les cages d'escalier, ce que tu veux, tu dois tout peindre. Tu deviens fou, tu vois, c'est pas possible, c'est trop gros. Tu te dis combien de temps je vais y passer. Alors que si je fais la même chose, que je te donne le pinceau, que je viens avec toi au premier étage et je t'emmène dans un salon d'un appart et je te dis, tiens, on va peindre ce salon. Ah, ça a l'air vachement moins gros. Mais après le salon, je vais te dire, tiens, viens, on va faire la cuisine, et puis après, on va faire la chambre, et puis après, une fois qu'on aura fini l'appart, on va aller à l'appart d'en face, et ainsi de suite, et puis petit à petit, on va monter les étages, et puis on va peindre ce putain d'immeuble.
Sauf que vu qu'on va découper, déjà ça nous paraîtra moins gros, et puis vu qu'on va découper, on va voir ce qui marche et ce qui marche pas au fil du temps, et puis on va trouver des idées, parce que on va être en train de peindre comme deux cons, puis on va se dire tiens, si on trouvait des gens pour nous aider, et puis les gens vont arriver, et puis ils vont nous donner eux-mêmes d'autres idées, parce qu'ils vont avoir des visions extérieures, hein, ça marche très bien, on a déjà parlé d'avoir une vision extérieure, toi t'es le nez dans ta peinture, et puis tu vois pas les axes d'amélioration, etc. T'as un nouveau qui arrive, hey, salut René, tu viens peindre avec nous, il va dire mais vous êtes con, pourquoi vous peignez avec des pinceaux? Vous n'avez pas pris des rouleaux, tu vois, vous n'avez pas pris des pistolets, etc., etc. Et déjà, de découper les tâches va te permettre beaucoup de bienfaits à ce niveau-là. Et de mesurer, ça va être obligatoire pour accélérer. Je vais garder mon exemple à la con de la peinture de la tour. Si je mesure pas, je peins comme un idiot, et puis je fais venir des gens, et puis ça va finir par se faire. Si je mesure, je suis capable encore une fois, de me reculer un peu, de voir un peu plus extérieurement, ça me force à me poser sur les chiffres, ça me force à me poser sur les métriques, et ça va me permettre d'accélérer parce que je vais me rendre compte de choses. Tiens, je vais me dire, voilà, combien un peintre arrive à peindre de mètres carrés à l'heure, et puis tout de suite, en posant une bête règle de 3, je vais me rendre compte de combien de peintres il me faudrait, et puis peut-être que je vais me rendre compte que finalement, ça va pas suffire de faire du bouche à oreille pour recruter nos copains pour venir peindre, il faut carrément que je passe par une agence, ou que je trouve ou même je vais gagner plus de temps à recruter une RH pour ensuite faire les recrutements pour les prochains peintres, tu vois, de déléguer la partie recrutement pour gagner du temps, ou peut-être que je vais me rendre compte que ça me coûte beaucoup trop cher, et puis que je vais trouver autre chose, ou qu'en effet il vaut mieux investir dans du matériel, parce que justement je vais mesurer l'impact de ce que tu peins au mètre carré avec un pinceau, et ce que tu peins au mètre carré avec un pistolet, et ainsi de suite. Donc, mesurer, là mon exemple il est tout pourri, mais dans ton business, dans l'immobilier par exemple, c'est extrêmement important. Combien tu as dépensé pour cette rénovation? Combien tu dépenses à l'année pour entretenir cet immeuble? Combien te coûte la sortie des poubelles sur cet immeuble, et cet immeuble où ça y est pas, où c'est les locataires qui le font? Là, combien te coûte une gestion locative versus une autre? Combien de mois de vacances tu as lissé sur tous tes lots? Combien de jours de vacances tu as? Et donc, combien en euros? Quel est le taux de vacances en pourcentage? Est-ce que tu es dans la moyenne nationale? Est-ce que tu es mieux? Est-ce que tu es moins bien? Est-ce que tu es capable de remettre en location rapidement? Ou est-ce que tu as des réparations? Etc. etc. Tu vois. Et finalement, de découper, de mesurer, je pourrais te faire le même exemple avec l'entrepreneuriat, où ça va être encore plus important sur un lancement de produit, sur du marketing, sur toutes les problématiques de retour sur investissement. Tu t'as beau être pizzaïolo, il faut finalement découper, mesurer. Il faut découper, mesurer, c'est-à-dire que même si tu es pizzaïolo ou restaurateur, tu vas pas te contenter de faire à manger, tu vois. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'on a tant de petits business en France qui ne fonctionnent pas, et dans le monde d'ailleurs, qui fonctionnent, qui vivotent, quoi. En fait, pour moi, c'est pas des business, parce que tu es juste ton propre patron, t'as pas de patron, mais en vrai, tu es un esclave. En vrai, tu es ton propre salarié, tu vois. En vrai, tu es dans ton business, la petite routine, ok, le matin, je vais au resto, hop, je vais chez Métro, je vais faire les courses, et je les ramène, et puis j'épluche, et puis je cuis, et puis machin, et puis les salariés, et puis il y a encore un serveur qui est malade, fait chier, je dois me débrouiller pour le remplacer, et ainsi de suite, et ça continue le lendemain. Souvent, ces business-là sont pas pris avec assez de recul, pas assez découpés, pas assez mesurés, et puis en découpant et en mesurant, et en mettant en place des métriques, on pourrait se rendre compte beaucoup mieux, par exemple, de quel est le pourcentage, un truc tout bête, combien de restos font ça? Pas beaucoup. Quel est le pourcentage de tel ou tel plat sur la carte de vente? Est-ce que les pâtes carbo, j'en vends 42% sur la totalité de ce que je vends, ou plutôt 28%? Est-ce que le saumon, il marche à 12% ou à 24%? Et puis après, ainsi de suite, je vais mettre en face mes coûts, je vais mettre en face ma marge, je vais mettre en face, etc. etc. Et juste le fait de découper, mesurer, ça va m'apprendre tellement de choses sur l'évolution de ma carte, sur mes clients, sur la façon d'en attirer des nouveaux. Peut-être que je vais me rendre compte que mes coûts sont trop importants, ou peut-être que je vais me rendre compte que mes marges sur certains produits sont bien meilleures, et puis il y en a certains même que je vais enlever de la carte parce que finalement ils me coûtent de l'argent, les gens ils sont pas ouf, et puis ça va peut-être me permettre de me focuser sur d'autres choses, parce qu'une fois que j'aurai fait ça, je vais passer au point suivant de mon découpage. Peut-être qu'il va falloir mettre en place des stratégies pour faire connaître le resto, avec les réseaux sociaux, avec de la pub. Peut-être que je vais pouvoir outsourcer une personne qui va s'occuper de mon marketing.
peut-être que je peux aller chercher des aides, peut-être que je peux demander à la mairie plein de trucs, mais il faut de l'administratif, c'est super chiant, tiens, est-ce que je le fais moi-même ou pas? Est-ce que ça vaut le coup, l'opportunity cost, tout ça. Et plein de business ne sont pas gérés comme ça, et moi le premier d'ailleurs, hein, je me remémore un petit peu quand j'avais mon bar. J'avais beau avoir des salariés, tout ce que tu veux, en effet, je pilotais pas assez le business en découpage et en mesurage. Ce qui fait que j'aurais pu beaucoup plus améliorer les choses, et j'aurais pu vendre plus cher, et j'aurais pu faire plus de marge, j'aurais peut-être pu plus m'extraire à certains moments où j'étais pas assez extrait, et ainsi de suite. Et pourtant, j'avais la volonté de créer une franchise, de devenir franchiseur, machin, tout ce que tu veux. J'avais beau prévoir des projets plus gros, moi j'ai pas trop de mal à voir plus grand. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à voir plus grand. Moi j'ai plus de mal, enfin j'avais plus de mal en tout cas à l'époque, à faire cette partie découpage, mesurage. Donc systémise vraiment cette chose-là. Ce que tu peux systémiser aussi qui fonctionnera bien dans cette clé 2, c'est de faire des blocs, de faire des briques, de ne pas vouloir tout faire en même temps. C'est-à-dire que peut-être que tu prends conscience de choses là et tu te dis « Oh ouais, mais putain, je suis vraiment à côté de la plaque ». Tu sais pas par où commencer, tu as trop de choses. Il va falloir accepter que ça prenne du temps, encore une fois. Il va falloir accepter que ça prenne du travail, que ça demande de la sortie de zone de confort. Il va falloir peut-être demander des conseils, peut-être se former, peut-être lire des livres, peut-être aller voir ce que fait la concurrence, faire des études, tout ce que tu veux. Donc il faut que tu travailles en briques, c'est le seul moyen. Des blocs, moi je vois ça comme des blocs, c'est-à-dire que j'ai un gros projet, amélioration du resto, chiffre d'affaires x2. Encore une fois, pas avoir petit, un chiffre d'affaires x2, ça a l'air gros, mais c'est pas non plus déconnant, tu vois. Chiffre d'affaires x2, x3. Donc je me dis, ok, j'ai ce projet, chiffre d'affaires x2, x3. Ça m'a l'air incommensurable en termes de difficulté. Alors que si je le découpe, je dis, ok, chiffre d'affaires x3, projet chiffre d'affaires x3. Ok, c'est parti, je fais mon petit tableau Excel. Partie menu. Je sais pas, hein, je connais pas tant que ça le resto, hein, mais je t'explique avec l'exemple qui me vient. Tu vois, partie menu, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je fais, voilà, mes marges, tout ce qu'on a dit. Partie RH, comment ça fonctionne, quelles sont mes difficultés, que j'ai souvent des malades, pas des malades, j'ai des gens, j'ai jamais osé les virer, il faut peut-être que je les vire, ainsi de suite. Est-ce que je suis trop staffé, pas assez staffé? Partie Happy Client, on fait souvent des opérations Happy Client chez Green Bull, c'est-à-dire comment j'améliore l'expérience client, comment j'améliore les retours clients, comment j'améliore les témoignages clients, comment j'améliore tout ça. Après j'ai la partie marketing, pub, advertising, tu vois, c'est-à-dire comment je me fais connaître plus, etc. etc. Et donc de faire ces blocs, ces briques, et d'accepter de ne pas tous les faire en même temps. Ok, sur la partie brainstorming, tu peux poser toutes les briques et puis brainstormer toutes les briques. Par contre, il faut que tu acceptes de ne pas avoir de bande passante suffisante pour traiter toutes les briques en même temps. Okay, moi, j'ai un fichier Excel que j'appelle Roadmap où je mets tout ce que j'ai à faire avec des sous-feuilles à chaque fois, et chaque sous-feuille est une brique. J'en ai plein, j'ai plein de projets en cours, j'ai des livres en attente, et pas qu'un seul, j'ai déjà des plans de livres qu'il faut que j'écrive, j'ai des nouvelles émissions, j'ai des idées de vidéos, j'ai des projets de SEO pour la boîte, j'ai des nouveaux sites, j'ai tout ce que tu veux, j'ai plein de mini-projets, de projets à part entière, et je sais que je ne peux pas traiter toutes les briques en même temps, donc c'est exactement la même chose pour ton resto. Il faut que tu choisisses un ordre et que tu acceptes déjà d'améliorer des blocs au fur et à mesure. Et il faut que tu acceptes aussi une deuxième chose, c'est que fait est mieux que parfait, et qu'il vaut mieux faire quelque chose que vouloir faire parfait tout en même temps. Il vaut mieux faire quelque chose, le tester, le mettre en branle, dire voilà, je vais faire j'en sais rien moi, un compte Instagram pour mon resto, et puis je vais partager tout ce qu'on fait à l'intérieur, et puis je vais demander aux clients de s'abonner, et puis je vais le mettre sur ma carte et tout ce que tu veux. Tu sais que ça va pas être parfait dès le début, parce que ça se trouve, tant que tu connais rien Instagram, tu vois, t'as pas les codes, t'as pas les trucs, ce qui marche, les hashtags, tout ce que tu veux, mais au moins mets en place une première partie, tu sais que c'est fait, et puis tu vas faire quelques autres briques, les plus urgentes, que tu as jugées les plus urgentes, et puis ensuite tu reviendras sur les premières en disant ok, l'opération Instagram, qu'est-ce qu'on en a appris, on va améliorer. C'est la meilleure façon de faire. Je prends toujours l'exemple d'écrire un livre, parce que c'est vraiment un truc. T'as les copains, c'est peine in the ass d'écrire un bouquin, tu vois, un vrai livre, 100 pages, plus de 100 pages, c'est compliqué, tu vois, et à aucun moment je peux écrire un bouquin sans accepter que
que fait est mieux que parfait, sans accepter que le premier jet il est dégueulasse, que le deuxième il est dégueu, le troisième est encore compliqué, le quatrième ça commence à aller un peu mieux, le cinquième il y a encore plein de fautes et des mots qui sont oubliés et ainsi de suite, tu vois. Il faut peut-être 10 passages, 20 passages pour que ça soit ok avec ce que tu assumes de sortir, mais c'est toujours pas parfait, ça ne le sera jamais. Donc il faut que tu acceptes ça. Il y a un truc qui fonctionne bien, j'en ai déjà parlé, on l'avait fait dans un QG, qui fonctionne bien pour un petit peu se convaincre qu'on en est capable pour les gens qui ont de la difficulté ou juste pour se faire un peu de bien à l'ego, c'est de jouer au jeu du qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans. Je l'ai fait en direct sur un QG, il me semble. Et à l'époque, donc je reviens 10 ans en arrière parce qu'il y a un truc qui est magnifique maintenant, c'est les smartphones. Les smartphones, ça fait plus de 10 ans que ça existe maintenant, et beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, j'avais déjà un smartphone il y a 10 ans. Et donc, ça te... Siri, iCloud, machin, tout ce que tu veux, que tu sois Apple ou Android, je sais pas trop comment fonctionne Android, mais en tout cas sur Apple, tout est dans le cloud mémorisé, et tu peux retrouver maintenant jusqu'à ton premier iPhone. Je sais pas en quelle année j'ai dû avoir un premier iPhone, peut-être 2009, 2007, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a 10 ans, je peux remonter dans mon... j'allais dire dans mon catalogue, dans mon... comment ça s'appelle cette merde ? Dans mon agenda. Ok, c'est très drôle à faire. Je l'ai fait dans un business en bagnole. Il y a 10 ans, ce jour-là, je coupais du bois. Je coupais du putain de bois. Je coupais du bois pour gagner 40 balles, pour aider un copain, parce que ça me permettait de faire un peu de black. J'étais encore pompier à l'époque. Et quand tu te dis, putain, il y a 10 ans, je coupais du bois. Je gagnais, je sais pas, c'était quoi, 2010 je gagnais 1450 euros, quelque chose comme ça. Ouais, je devais gagner moins de 1500 euros. Et tu te dis, waouh, en fait, putain, on en a fait du chemin. Amuse-toi à ça. Fais-le. Tiens, allons en 2010. Qu'est-ce que je faisais maintenant en 2010 ? Tac. Je venais... c'est drôle, j'avais mon état des lieux demain. Demain, j'avais mon état des lieux d'un appartement que je quittais pour déménager à la caserne, parce que j'avais changé d'affectation et j'allais habiter à la caserne. D'ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, puisque j'avais un logement de fonction et que ça m'a permis d'accélérer. Alors, vous donnez pas d'excuses, hein. C'est pas que ça qui fait que tu peux emprunter, mais disons qu'en effet, ça m'a permis d'emprunter plus sereinement, et puis même pas plus facilement, parce que ces comptes banquiers, ils prenaient un loyer fictif en compte, au cas où, tu sais, t'es logé, t'es fonctionnaire territorial, t'as quand même assez peu de risques, mais non, on va prendre un petit loyer fictif quand même pour être sûr, parce que si demain vous êtes plus logé, t'es con. Ok, donc, tu peux aussi le faire il y a 5 ans. Tiens, faisons-le il y a 5 ans. Amuse-toi, peut-être qu'il y a 10 ans, t'avais pas de smartphone, ou peut-être il y a 10 ans, t'étais encore, pour les plus jeunes d'entre nous, au collège. Alors c'est sûr que s'il y a 10 ans, t'étais en 4e, c'est rigolo quand même, hein, ça fonctionne, mais t'es peut-être un peu moins avancé. Faisons-le il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'on est, juillet ? Tac, qu'est-ce que je faisais ? À un jour près, je devais avoir un rendez-vous avec EDF pour mettre un compteur dans un appart. Et qu'est-ce que j'avais autour de ces dates-là ? L'anniversaire de mon frère. Il fallait que j'annule Amazon Premium. C'est rigolo, hein, tu retrouves tout. Ah oui, j'étais dans un... Ah oui, tiens. Une semaine avant, j'étais dans un truc d'entrepreneur. Tu sais, les espèces de clubs, petit-déj, trucs comme ça. Là. Bon, franchement, c'est un peu de la branlette. Parce que justement, t'as des gens qui sont là pour se rassurer. Moi, d'ailleurs, le premier, j'étais là pour me rassurer. Il y a aussi le côté réseau, mais en tout cas, moi, à l'époque, j'ai pas trouvé beaucoup d'avantages. Ça, voilà pour la clé 2, découper, mesurer. La clé 3, c'est vraiment de travailler ton anticonformisme. De travailler ton côté pas comme les autres, d'assumer ton côté pas comme les autres. Encore une fois, si tu veux des résultats supérieurs à 99,9% des gens dans ton domaine, ou dans plusieurs domaines, dans beaucoup de domaines de ta vie, si tu veux vraiment une vie exceptionnelle, si tu veux une vie qui sort des sentiers battus, si tu veux que les gens se disent «
Bon, c'est un peu nul que les gens se disent, et c'est tout, mais en tout cas, si tu veux que les gens se disent waouh, ou si tu veux quelque chose qui est peut-être un peu mieux, que les gens se disent, que tu inspires les gens, que les gens se disent ouais, j'aimerais savoir comment il a fait, ou j'aimerais connaître ce mec, ou j'aimerais être accompagné par cette nana, ou j'admire pas l'admiration, tu sais, dans le sens un peu, dans le sens égo, tu vois, mais l'admiration dans le sens où tu inspires des gens et tu les pousses à justement aller plus loin. Moi, c'est ce que je cherchais à faire avec la team, c'est que mon but, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner les clients, d'aller plus loin. En plus, ça revient, tu vois, combien de gens on a aidé, combien de gens on a changé la vie, on a permis d'investir dans plein de lots qui leur vie a changé, tu vois. Je veux dire, quand du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, mais quand d'une année à l'autre, tu as 2, 3, 4 000 euros de cash flow, donc 2, 3, 4 000 euros de revenus en plus net, ta vie elle change, tu vois, ta vie elle évolue, et ça se fait sur des années, et c'est super cool. Mais il faut vraiment que tu... J'ai toujours une histoire, j'ai beaucoup d'histoires, c'est marrant quand j'étais... Enfin non, c'est pas marrant, c'est normal je pense, quand j'étais pompier, donc fonctionnaire. Alors je dis tout le temps pompier, fonctionnaire, pourquoi ? Parce que en fait les gens ont une espèce de vision du métier de pompier qui est en partie réelle, du héros, du machin qui va sauver les gens, tout ce que tu veux, qui est en partie réelle, parce qu'en vrai, faut pas oublier que 80% du temps tu vas ramasser des cassos, faire des entorses de l'oreille, et voilà, c'est pas non plus... tu vois, enfin, les gens appellent beaucoup les pompiers pour rien. Mais oui, c'est vrai, t'as quand même ce côté, il y a des fois où tu fais des trucs super, il y a des fois où voilà. Mais par contre, ce que les gens voient pas, c'est aussi le côté très fonction publique, le côté très fonctionnaire, quoi. C'est-à-dire que pour prendre n'importe quelle décision, il faut passer dans 45 bureaux, la hiérarchie c'est la hiérarchie, t'es plus vieux, t'es plus gradé parce que juste t'es plus vieux, mais tu peux être con comme un bout de bois et tout ce que tu veux. Donc j'ai plein d'anecdotes de ce moment-là qui m'a aussi donné de la force, et je renie rien du tout, j'ai beaucoup kiffé d'ailleurs. Mais je suis content aussi de plus y être. J'ai plein d'histoires. Et... Attends, j'ai perdu mon histoire, du coup. C'était quoi Ah oui, voilà. J'étais pompier, donc, et je me lançais dans l'IMO. Et je me lançais dans plein de trucs, dans toutes les conneries dont j'ai pu te parler, et puis encore d'autres dont j'ai honte de te parler. Et souvent, quand tu veux monter une boîte, quand tu es fonctionnaire, c'est pas que pour les pompiers d'ailleurs, pour tous les fonctionnaires territoriaux, quand tu veux monter une entreprise, bah, tu peux pas. C'est-à-dire qu'il y a une règle dans la fonction publique qui dit que le fonctionnaire doit se consacrer majoritairement, je sais plus comment c'est tourné, à son travail et ses fonctions, et assumer tout ce que tu veux, tu vois. Donc en gros, t'as pas le droit de créer une entreprise parce que ils partent du principe que ça va entraver ton vrai métier. Donc du coup, il y a plein de gens qui, juste ce truc-là, ça les freine. Tu vois, il y a plein de gens qui, du coup, se refusent, s'interdisent. Je suis désolé, coronavirus. Vite, évacuez la salle, donnez-moi un masque, du gel hydroalcoolique. Fallait que ça sorte. Il y a plein de gens, tu vois, qui s'arrêtent à ce niveau-là. D'ailleurs, je vois aujourd'hui dans mes clients, j'ai plein de fonctionnaires. Et leur première réaction, c'est « Oui, mais Yann, je peux pas monter une entreprise, monter une boîte, même une SCI, c'est interdit, commission de déontologie. » Je pense aussi aux militaires, salut à vous. « Ouais, commission de déontologie, machin, c'est interdit. » Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Enfin, qui va te cramer ? Je veux dire, fais et demande ensuite. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours fait quand même, je me suis jamais fait emmerder, je me suis jamais fait cramer. Alors, il y a plein de petites combines, en effet. Déjà, si t'es gérant, c'est un petit peu plus risqué, hein, ou si t'es gérant ou président, ou ça dépend de la structure sociale de la boîte. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'en effet, si on fait une recherche sur toi, on va te trouver, société.com, etc. Tu connais tous les grands Sherlock Holmes de société.com. Mais il y a plein d'autres petites feintes, tu vois. Si t'es pas gérant, t'apparais pas. Si tu es, pour certains types de sociétés, par exemple les SAS, si tu es pas dans les statuts originaux de la SAS, mais que tu rentres le lendemain et que donc tu fais modification de statut, tout ce que tu veux, tu rachètes des parts, bah, tu apparais pas non plus, ni même si on télécharge les statuts, parce que la mise
mise à jour des statuts n'est pas obligatoire légalement, etc. Il y a des dizaines de petites feintes comme ça. Et j'ai fait les deux. Enfin, j'ai beaucoup fait en effet de ne pas être gérant, parce que j'avais plein de gens, notamment un associé avec qui je travaillais beaucoup, qui me permettaient de ne pas être gérant. Donc déjà, qui va savoir? Après, on peut toujours trouver. Hein. Je veux dire, oui, t'épluches les boîtes, t'épluches les statuts, ou t'épluches les comptes annuels avec la liste des bénéficiaires, machin. Tu peux toujours te faire cramer. Hein. Mais qui va... Enfin, les gens, ils ont autre chose à branler. Quoi. Enfin, alors, reste discret, par contre. Si tu commences à te la péter, oui, ça va pas fonctionner. Hein. Si tu commences à... Voilà. Mais par contre, si t'es discret, t'en parles à personne. Moi, j'étais vachement en sous-marin, c'est-à-dire j'avais vraiment sectorisé ma vie, encore une fois. Hein. Bouge-toi le cul, consacre-y du temps, sectorise ta vie, fais les choses qui sont nécessaires, tu vois. Mais j'avais vachement sectorisé, j'avais jamais mon travail, mes collègues, etc., à qui je ne parlais absolument pas de tout ce que je pouvais faire à côté. Zéro. Et je me rappelle d'ailleurs, encore une anecdote de l'époque, que j'avais vendu un immeuble en tant que marchand de biens à 2 autres mecs de la caserne qui faisaient de l'immobilier, mais eux, ils en parlaient un petit peu plus, tu vois. Les gens le savaient, parce que, je sais pas, ça leur dérangeait pas d'en parler. Et moi j'en parlais pas, et donc du coup ça m'est revenu aux oreilles via bruit de caserne, machin, tout ce que tu veux, parce qu'il y a eu visite, il y a eu montrage, il y a eu show-off, que ces 2 mecs avaient acheté ces 2 immeubles, même c'était 2 immeubles qui se faisaient face à une cour centrale, etc. Super gros, super cher, c'est un truc de ouf, c'est des grands malades. C'était moi qui leur avais vendu, putain, et je l'ai jamais dit à personne, j'en ai jamais parlé à personne. Je crois que j'en ai parlé à un gars une fois, 2 ans plus tard en soirée bourrée. Mais j'ai envie de te dire, fais les choses en silence, la réussite se chargera du bruit, et fais. À quel moment tu vas juste arrêter à la première embûche? Ah, mais t'es fonctionnaire, donc t'as pas le droit de monter une entreprise. D'accord? Il y a au moins 10 possibilités de le faire autrement, tout en restant dans les clous. Et puis même en sortant des clous, quel est le risque? Moi j'aime bien aussi regarder ça, c'est-à-dire, ok, ça nous arrive beaucoup en entreprise, notamment plus la boîte grossit, plus t'as ça au quotidien. Avec Green Bull, c'est assez souvent, où on se dit, ok, il y a tel risque, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un risque légal, ça peut être un risque avec un concurrent, ça peut être sur un investissement, ça peut être sur ce que tu veux. Il y a tel risque, il existe. Normalement, si tu le regardes tout seul comme ça, tu te dis, je fais pas, trop dangereux, trop risqué, tu vois. Parce que même si tu vas jusqu'à la lecture de certains textes de loi, ou si tu vas enfin, des fois tu risques de la prison, tu risques une amende de 200 000 €. Je dis pas qu'on fait des trucs illégaux tous les jours, hein, calmez-vous. Hein. Mais des fois, tu vois, si tu t'arrêtes à la première lecture du truc, tu te dis, ouais, j'y vais pas. Mais en fait, il faut quantifier ce risque-là. S'il y a 0,2% de chance que tu aies une amende de 20 000 €, tu vois, quel est le... où est le fuck, tu vois, j'ai envie de te dire. Where is the fuck? What is the fuck? Quel est le fuck? Tu vois, ça me fait penser, tiens, ça se fait beaucoup en promotion aussi. Il y a des amendes pour des mètres carrés qui ont été construits en trop sur les permis de construire. Des amendes qui sont assez importantes. Mais ces amendes-là, elles sont capées en termes d'amendes par mètre carré. Donc, si le prix au mètre carré auquel tu vas vendre, imagine tes promoteurs, dans ta ville, imagine tu vends à Paris, à 10 000 plus le mètre, 12 000, 14 000. Si l'amende, elle est de 5 000 ou de 6 000, qu'est-ce qu'on a à foutre? Enfin, je veux dire, oui, ok, c'est pas bien, mais il faut juste mesurer le risque. C'est-à-dire que si on est sur 4 mètres carrés de plus, et que l'amende c'est tant, et que en vrai, tu t'en rends compte un peu tard, et puis tu te dis, bon, allons-y, et tu provisionnes le risque, et tu mesures, et tu le découpes encore une fois, et puis ça arrive pas, mais finalement, c'est encore ok, tu vois. Même si d'ailleurs l'amende est plus grosse que le prix du mètre carré, tu vois. Même s'il faut sortir 10 000 de ta poche, dans le pire des cas, sur une promotion à 500 000, c'est quoi le problème, tu vois. Et donc là, c'est pareil, souvent avec les fonctionnaires. T'as déjà 10 000 façons de ne pas apparaître sur une société, et puis en plus, quand bien même t'apparaîtrais, hein, moi d'ailleurs sur les dernières, j'en avais rien à taper, quel est le risque, tu vois, que ton chef il te dise, ah, t'as pas le droit. Ok, vas-y, je vais régulariser après, je vais convoquer la fameuse commission de déontologie, et puis on va parler dans un bureau. Ou alors dans le pire des cas, je vais prendre un avertissement, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois qu'ils vont me virer parce que j'ai créé une boîte? Tu crois qu'ils vont aller jusqu'à me virer? Quand bien même, s'ils vont jusqu'à là, on aura encore le temps de parler, tu vois. Je pourrais très bien dire, je la revends, ou je pourrais très bien dire, tiens, je vais mettre mon beau-frère. Donc arrête de te mettre des blocages qui n'existent même pas. Encore une fois, un problème 12 solutions
et travaille ce côté anticonformisme ou ce côté sortir du cadre ou apprendre à sortir du cadre ou au moins trouver des solutions, même si tu le fais pas, t'amuser à avoir cette gymnastique de cerveau de trouver des solutions qui sortent du cadre. Et accepte également d'être un putain d'extraterrestre. Accepte de pas être comme les autres, accepte d'être dans les 0,1%. Si ça te chante, parle-en. Si ça te chante pas, parle-en pas, comme je faisais. C'est plus simple de pas en parler, mais au moins accepte toi-même. Accepte toi-même. Je veux dire, si toi-même t'acceptes pas, si toi-même t'y consacres pas du temps, si toi-même tu vois pas la vérité en face, qu'au bout d'un moment tu n'es pas comme ces personnes-là, tu n'auras pas de résultats différents de ces personnes-là. Si à un moment tu acceptes pas qu'il faut que tu vises plus grand, qu'il faut que tu BTC, que tu bouges ton cul, tu t'arrêtes de te donner des excuses, que tu never fucking give up, bah, ça marchera pas. Ça marchera pas assez, ou pas beaucoup, ou pas où tu veux que ça marche. Mais si tu veux aller chercher plus grand, accepte, bordel, d'aller chercher plus grand. Il y a une histoire qui m'inspire beaucoup, qui finalement recoupe tout ce qu'on vient de dire, le côté anticonformisme et le côté anticonformiste, et le côté ah ouais, j'ai pas remonté une boîte, bah, je vais faire quand même autre chose. Alors c'est une histoire qui n'a rien à voir, hein. Ça se passe au Paramount Theater à Brooklyn, hein, aux États-Unis, en 1958. C'est une immense salle de concert, 4000 personnes, etc. Et à l'affiche, ce soir-là, il y a deux géants du rock, tu vois. Il y a Chuck Berry, c'est une légende à l'époque, et Jerry Lee Lewis, qui est une star montante. Et juste avant le concert, dans les coulisses, ils se disputent l'ordre de passage. Parce que forcément, le premier, bah, ça va être la première partie, il va chauffer la salle pour le deuxième, et donc c'est quand même vachement mieux, quand t'es un artiste, c'est que tu fais des concerts, de passer en deuxième. Donc ils se disputent, les managers se disputent, eux ils se disputent, tu vois, on a quelques heures du concert, tout le monde essaye d'avoir gain de cause, et finalement, bah, c'est le manager de Chuck Berry qui a gain de cause, parce que le mec est plus connu déjà, et puis dans son contrat avec le show, l'organisateur du show, la salle de concert, c'est marqué qu'il termine le concert. Donc forcément, s'il termine le concert, il est deuxième. Donc Jerry Lee Lewis, la star montante, le petit jeune, bah, finalement, il est furieux, il est dégoûté, hein, forcément. Mais bah, c'est pas un mec qui se laisse faire, c'est pas un mec qui pense comme tout le monde, qui se dit bon bah je peux pas monter une boîte, ou bon bah tant pis, je suis premier sur scène, je vais faire mon show. Du coup, il se décide de faire un peu plus, il monte sur scène, il commence à jouer vraiment comme un dieu, il se déchaîne, il saute, il court, il crie, vraiment, il joue du piano avec ses pieds, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est comme s'il était possédé, tu vois. Il y a la police carrément qui doit intervenir pour empêcher le public de monter sur scène, tu vois. Les gens sont hystériques, et puis c'est vraiment le cliché d'ailleurs à l'époque des concerts, tu sais, où t'as les groupies qui sont là, c'est complètement folle. Et donc c'est vraiment ça, tu vois. Il met la salle en fire. Mais alors qu'on pense justement qu'il a déjà tout cassé, qu'il a atteint la limite, que c'est au-dessus, c'est Dieu, tu vois. Il va encore plus loin. Il chope une bouteille de coca dans laquelle il avait mis de l'essence, il verse l'essence sur son piano, il fout le feu au piano, et il joue une putain de chanson sur son piano en feu, avec le public qui comprend pas ce qui se passe, qui hallucine complètement, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est le meilleur concert du monde, tout le monde applaudit, etc. Et vraiment les managers qui sont encore dans les coulisses, et Chuck Berry, donc la star dans les coulisses, regarde ça, dubitatif, avec la mâchoire qui tombe par terre, et ils hallucinent. Et Jerry Lee Lewis, il finit son morceau en jouant sur le piano qui brûle, la salle est en transe, et il retourne en coulisses, et puis il dit à Chuck, j'aimerais bien voir ce que tu peux faire après ça, Chuck. Et c'est ce soir-là que Jerry Lee Lewis est devenu une légende, tout simplement en trouvant des solutions pour avec ce qu'il avait, avec le jeu qu'il avait. On lui dit, écoute, tu vas passer en premier, donc forcément tu vas chauffer la salle pour Chuck Berry, et puis on va se rappeler que de lui parce que tu seras la première partie. Et il a tellement fait une première partie absolument dingue que personne n'a vu que c'est devenu une légende. Et finalement la prestation de Chuck Berry, bah forcément après ça, tu veux faire quoi? Le gars vient de foutre le feu à son putain de piano, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire venir un gorille, tu vas l'épiler à la cire? Ça fonctionne pas, tu vois. Donc ça c'est magnifique, et ça marche avec cette clé 3 d'anticonformisme.
La clé 4. Travailler pour plus grand que soi. Alors ça, c'est un truc qui peut-être vient dans un deuxième temps, vient après, vient pas pour plein de gens. Tony Robbins appelle ça le niveau supérieur de conscience. Alors, tu sais que j'aime pas trop ces trucs de gourou, mais je vais quand même t'en parler, mais peut-être pas de la même façon. En tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a 4 niveaux de conscience. Il y a le niveau l'égocentrisme, le niveau égocentrique, c'est-à-dire que tu es focalisé que sur toi-même. Ok. Et c'est d'ailleurs comme ça que tout le monde commence sa vie. D'ailleurs, ces fameux 4 niveaux de conscience sont censés, pour la plupart des gens, se mettre en place au fur et à mesure que tu grandis. D'ailleurs, quand t'es gamin, en effet, t'es égocentrique, tu t'intéresses qu'à toi, t'as même pas conscience dans ton cerveau, et même pas assez formé pour te rendre compte qu'il y a d'autres gens avec d'autres pensées, t'as l'impression qu'il y a que toi sur Terre. Donc ça, c'est le premier niveau de conscience, c'est l'égocentrisme. Le deuxième, c'est l'ethnocentrisme. Donc l'ethnocentrisme, ethnos, famille, tribu, groupe. C'est-à-dire que tu vas être centré sur un de tes groupes d'appartenance. Donc ça peut être ta famille, ça peut être des amis, ça peut être une façon de penser, ça peut être une idéologie, ça peut être un pays, ça peut être une population, une ville. En tout cas, tu vas être centré là-dessus. Donc là, c'est quand même quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus grand, et en effet, quand tu grandis, bien souvent, tu te rends compte qu'il y a d'autres gens, et puis tu te rends compte que, tiens, il y a un sentiment d'appartenance avec certains groupes et des gens avec qui tu te sens mieux. D'ailleurs, il y a d'autres différences. Quand tu es égocentrique, donc au premier niveau de conscience, c'est un peu, tu sais, c'est vraiment une vision de loser, quoi. C'est-à-dire que tu as une vision trop faible. Et d'ailleurs, il faut refuser les visions trop faibles. Je le vois d'ailleurs souvent sur les réseaux sociaux de plein de gens qui me disent... notamment sur les pubs, parce que c'est forcément les publications qui attirent le plus de commentaires, des gens qui me disent oui, mais quand on parle d'immobilier, si tu avais une recette magique, ou si tu avais un moyen de réussir dans l'immobilier, ou si tu avais un moyen de faire du cash flow, ou si tu avais un moyen miracle de devenir riche, ou si tu avais tout ce que tu veux, tu mets ce que tu veux, pourquoi tu le gardes pas pour toi, et pourquoi tu t'en parles aux autres, pourquoi tu fais des formations, pourquoi tu as une chaîne YouTube et tout ce que tu veux. Ben ça, c'est une vision de loser, en fait. C'est une vision égocentrique, c'est une vision de niveau 1. C'est-à-dire que je suis tellement centré sur moi que je comprends même pas que d'autres gens peuvent voir plus loin, tu vois. Et attention, je te dis pas que je suis en mode je fais ça pour le plaisir et parce que ça me fait uniquement plaisir, par simple altruisme, je partage mes connaissances. Je fais aussi ça de façon commerciale, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, on peut faire ça de façon commerciale avec une vision un peu plus large, de dire je vais accompagner des gens, je vais leur permettre de voir plus grand, je vais les tirer vers le haut. Je pense parfois à mes anciens collègues, je pense parfois à des gens que je connais, je pense parfois à des clients, aux gens qu'on rencontre sur les séminaires, etc. C'est pas parce que tu sais faire un truc que tu vas pas l'apprendre à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça t'enlève rien à toi finalement. Si quelqu'un, on prend souvent l'exemple avec gagner en bourse. On dit si toi tu gagnes en bourse, qu'est-ce que ça m'enlève à moi? On peut gagner tous les deux, tu vois. Enfin, je veux dire, si on achète la même action au même moment et puis qu'on la revend 2 mois après au même moment et que tous les deux on a fait 15%, bah, c'est quoi le problème? Donc, vraiment, les visions, les niveaux de conscience, comme dit Tony Robbins, de niveau 1, il appelle ça comme ça, en tout cas l'égocentrisme, appelle ça comme tu veux, c'est une connerie, quoi. Enfin, et on l'est tous à un moment ou à un autre, parfois ça change, parfois on revient en arrière et tout ce que tu veux. Donc, déjà ça, faut le refuser, tu vois. Toutes les visions de loser, les visions de mecs qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, on a parlé au début du podcast, ça tu refuses, ça tu parles, enfin, faut même pas discuter en fait. Les gens sont pas prêts, ils sont trop petits, faut qu'ils grandissent. Donc la deuxième, l'ethnocentrisme, c'est bien finalement, tu vois un peu plus large, t'es ok qu'il y a des gens qui sont pas pareils que toi, t'es ok que chacun peut avoir ses spécificités, que tu comprends tout ça. Tu peux aussi t'enrichir de ça, mais tu vas voir un peu plus loin, mais tu as tendance à être toujours avec les mêmes personnes, avec le même groupe. C'est souvent les gens avec qui tu travailles, ou c'est souvent toujours le même groupe d'amis, ou c'est un groupe d'idéologie. C'est-à-dire que tout le monde est quand même vachement d'accord. Tout le monde a quand même vachement la même vision, plus ou moins, tu vois. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas la même vision, qui sont dans ces groupes-là, bah, sont soit mis à part, soit tu les trouves un peu bizarres. Tu vois, t'as un copain, il est bizarre, tu vois, il pense pas comme tout le monde. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est ce qu'il appelle, lui en tout cas, le world-centrisme, le world-centrique, c'est-à-dire que tu
tu comprends cette fois-ci les différences et tu les acceptes. D'ailleurs, le racisme, les racistes sont bloqués au niveau d'en dessous, au niveau ethnocentrique, c'est-à-dire qu'ils sont bien ensemble, et puis finalement, un mec qui est un peu trop basané ou avec un accent bizarre, ben, ça doit forcément être un connard. Alors que ce niveau du dessus, le niveau world, finalement, tu comprends les différences, tu les acceptes, tu comprends qu'il y a différentes religions, et c'est ok. Si quelqu'un est content avec sa religion, tant mieux pour lui. Tu comprends qu'il y a différentes ethnies, façons de penser, coutumes, rites, tout ce que tu veux, et puis tu joues avec ça, tu vois. Ça, c'est un niveau où ça commence à être plus intéressant, et bon, en effet, il faut travailler pour être au moins à ce niveau-là. Et puis, tu as le niveau du dessus, alors que lui, il appelle la full conscience, la pleine conscience. Donc c'est encore très dev perso, je fais des câlins aux arbres, mais en tout cas, c'est le niveau où tu as conscience finalement d'un niveau plus global du monde, ok ? Au niveau de tous les êtres vivants, au niveau de tu respectes les animaux, tu respectes le bien-être animal, tu respectes la nature, tu as compris les enjeux plus globaux au niveau de la Terre, tu as ce côté gratitude de la vie où tu sais que c'est déjà cool d'être vivant, de ne pas être handicapé, d'avoir assez d'argent pour vivre et d'être né dans un pays cool. Tu tombes pas dans la connerie de dire gratitude à toutes les 2 phrases et de le commenter sur tous les posts, s'il te plaît. Vous me rendez fou, là, ceux qui commentent gratitude tout le temps. Franchement, ça vous rend con de le dire. En fait, si tu as besoin de dire gratitude, c'est qu'en fait, tu prouves que tu as besoin de le dire. Tu vois, c'est-à-dire que tu as besoin de prouver aux gens que tu es quelqu'un qui est dans la gratitude. Tu peux très bien être dans la gratitude sans le dire, tu vois. Tu peux très bien être dans n'importe quel état, dans n'importe quel but, façon, ce que tu veux, sentiment, sans le dire. Pourquoi tu le dis ? Pourquoi tu marques des gratitudes partout ? Ça fait pitié, j'ai envie de te dire, arrête de faire ça. Si tu es dans la gratitude, tu n'as pas besoin de le dire. Sois-le, le dis pas. Tu vois. C'est comme les gens qui parlent trop. Je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis plus grand, je suis plus fort. Mais si tu es le plus grand, le plus fort, tu as besoin de le dire. Tu as besoin de le prouver éventuellement, tu as besoin de le montrer, ou éventuellement pas du tout, t'en fous, et les actes parleront pour toi. Mais tu n'as pas besoin de toujours te justifier. Donc les gens qui sont déjà dans gratitude, et qui le disent, ils sont au niveau d'en dessous. Les gens qui sont vraiment au niveau de dessus, ils n'ont pas besoin de dire gratitude. Mais en tout cas, ces gens-là se rendent compte du monde autour d'eux, se rendent compte que le système dans lequel on vit, finalement, ils ont de la chance parce que c'est pas eux qui en sont à l'origine, c'est pas eux qui ont été les pionniers, c'est pas eux qui ont fait la guerre, c'est pas eux qui ont construit les villes, etc. etc. Donc ça, c'est les 4 niveaux desquels il parle. Je suis assez d'accord avec le fait avec l'idée générale de se dire je vais chercher à travailler pour plus grand que moi, je vais chercher à impacter plus grand que moi, je vais chercher à arrêter de me donner des excuses. Voilà, ça me fait du bien à la renta d'entendre ça. C'est une vision que j'aime bien, et c'est bien d'en prendre conscience, je pense. La clé numéro 5, qui est très importante, c'est de s'exposer à des gens d'un autre niveau, de décaler la norme. Souvent, quand tu es dans ton groupe, encore une fois, ton groupe d'appartenance, ton groupe d'amis, ton groupe de collègues, ton groupe d'entrepreneurs, tout ce que tu veux, il y a une norme qui se met en place. Il y a une norme de résultats, il y a une norme de chiffre d'affaires, il y a une norme de vision, de visibilité, il y a une norme dans les projets que tu fais, il y a une norme dans la façon de faire du management, il y a des normes dans tout. Il y a des normes qui se mettent en place, c'est comme ça. Le fait de décaler la norme en s'exposant à des gens d'un autre niveau, et pas un autre niveau en dessous de toi, un niveau au-dessus de toi, un niveau où tu veux aller. Alors je dis pas qu'il faut pas s'exposer à des gens d'un niveau inférieur, mais on est plus dans une relation de mentorat, on est plus dans une relation pour les tirer vers le haut. C'est intéressant aussi, ça apprend aussi des choses, mais là je te parle de s'exposer à des gens d'un niveau très supérieur à celui où tu te trouves actuellement, un niveau où tu vas aller, tu le sais déjà que tu vas y aller. La question c'est pas si, c'est quand. Ça c'est super important, la putain de question c'est pas si, c'est quand. Mais en tout cas tu décales la norme et tu fais rentrer dans ta vie des gens de plus en plus qui ont de plus en plus de succès. Pour ça, il faut vraiment les faire rentrer, il faut chercher à les côtoyer, parce que juste de t'inspirer de gens sur Internet, dans les livres, ça va fonctionner un petit peu, ça va te faire tomber des croyances limitantes, en effet, ça va t'inspirer, ça va te donner des idées, mais ça ne sera pas aussi impactant, aussi fort que d'être en face de quelqu'un où tu... Waouh, merde, waouh, ouais, non, ouais,
Il fait mieux que moi, il va plus vite, il est plus gros, il a plus de réseau, il connaît plus de gens, il parle mieux, il m'inspire, tu vois, il me chauffe, j'ai envie d'être lui. Ça fonctionne bien. Et il faut chercher à le faire, vraiment, un maximum. Donc il y a plein de moments où on peut le faire, il y a des relations de mentorat, tu peux aller rencontrer ces gens-là, tu peux aller interviewer ces gens-là, tu peux aller dans des événements où ces gens-là parlent, où ces gens-là sont présents, tu peux aller dans des masterminds, il y a plein de choses qui sont possibles. Tu peux travailler avec ces gens-là, tu peux proposer des choses à ces gens-là, mais il faut le faire. Parce que ça te met un coup tout de suite, tu te dis merde, trouvons des solutions pour nous élever à ce niveau-là. Et puis en fait, tu verras qu'une fois à ce niveau-là, il faudra encore t'élever au niveau supérieur, etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on sélectionne nos investisseurs. On a en effet des investisseurs qui sont monsieur tout le monde, entre guillemets, sans vouloir... voilà, des gens normaux, des investisseurs, etc. Et on a aussi des gens qui sont beaucoup plus avancés, et on recherche toujours des gens qui sont beaucoup plus avancés. J'aimerais, et d'ailleurs on en parlait avec mes autres associés il y a quelques temps, on aimerait sur le prochain tour avoir un milliardaire. Pourquoi ? Parce que tu ne deviens pas milliardaire par hasard. Non, bullshit. Je te parle pas d'un milliardaire qui a hérité, je te parle d'un self-made milliardaire. Tu ne deviens pas milliardaire par hasard, tu ne mets pas en place un niveau de milliardaire. Attention, hein, là, les amis des ruisseaux, là, être milliardaire, c'est pas juste avoir plein d'argent. Être milliardaire, c'est avoir fait un niveau d'achievement dans ta vie, un niveau de projet, de réussite, d'embûches, d'emmerdes, de connards qui t'ont fait chier, de lawsuits, de tout ce que tu veux, extrêmement importante. C'est pas juste avoir plein d'argent, être milliardaire. C'est un niveau de réussite, mon pote. Je vois tout le temps dans les commentaires de toutes ces pages à la con que j'ai unfollow d'ailleurs, qui me rendent fou, de voilà, tel milliardaire a donné ci, tel milliardaire a créé tel vaccin, tel milliardaire a fait ça, et c'est toujours, mais ça c'est typiquement français, hein. Franchement le français est tellement con, putain. Ah oui, il aurait pu donner plus, ah oui, ça va lui faire une économie d'impôts, oui, ouais, mais il pouvait pas faire autrement, oui, mais ta gueule, j'ai envie de ta gueule, franchement. Vas-y, fais un dixième d'un milliardième de poils de cul de fourmi de ce qu'a fait ce gars-là, dans n'importe quel domaine, hein. Lol. Donc bref, toujours est-il que décaler la norme, challenger ses résultats, faire baisser son ego aussi, parce que forcément quand t'es avec quelqu'un qui fait 100 fois mieux que toi dans les domaines qui t'intéressent, ça te remet aussi un peu à ta place, en plus de te faire apprendre, et puis ça te génère de nouveaux projets, du nouveau réseau, une nouvelle inspiration intéressante et qui te tire vers le haut. Donc expose-toi à des gens d'un autre niveau, c'est la clé 5, et la dernière, la clé 6, c'est de savoir où tu vas, et de ne pas vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Je m'explique. On parle de mettre en place des actions long terme, on parle de découper, mesurer, on parle de savoir où on va, on parle de bouger son putain de cul, on parle d'y consacrer du temps, de faire des sacrifices, de vider des vases, d'en remplir d'autres. Donc, sois quand même précis sur là où tu veux aller, écris tes objectifs, écris des objectifs intermédiaires, découpe et mesure ces objectifs-là, fais un bilan en fin d'année, fais un bilan tous les mois, etc., etc. Parce qu'on a vite fait, et notamment quand on s'expose d'ailleurs à des gens d'autres niveaux, de vouloir copier par mimétisme ces gens-là et copier son rêve à lui, copier son objectif à lui. Tu vois, c'est pas parce que tu vas côtoyer un milliardaire qui va devenir un des investisseurs de la boîte, qui va te donner des conseils, etc., que tu as exactement le même objectif que lui. Tu vois, peut-être que lui, son truc, c'est de sauver les tortues, et peut-être que toi, pas du tout. Donc, sois conscient de ce mimétisme-là, sois conscient que copier ou que copier, c'est se suicider. Sois conscient que tu dois faire tes propres choix et tu dois vraiment te poser la question de tes objectifs. Et ne te contente pas ne te contente pas de ce qu'on te donne, en fait. Tu vois, peu importe avec quoi t'es né, il y a des gens qui sont nés dans une grande précarité, difficulté, qui font des choses de dingue, il y a plein d'histoires. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère dorée, qui ont eu beaucoup de chance et qui eux aussi font des trucs de dingue, et puis il y a exactement l'inverse pour ces deux catégories. Il y a des gens qui sont nés en galère et qui deviennent des sous-merdes, et des je sais pas moi, des violeurs, des tortionnaires, et puis il y a des gens qui en effet, qui sont nés blindés et qui deviennent aussi des sous-merdes. Donc, juste la question, en fait,
c'est pas d'où tu viens, c'est pas ce qu'on te donne au départ, c'est pas quelles sont les cartes au départ, c'est qu'est-ce qu'elles vont être ensuite. Combien de fois tu vas lancer le dé avant de tomber sur le 6, combien de fois tu vas tirer une carte avant de tomber sur l'As, combien de fois tu vas essayer, combien de fois tu vas te planter, combien de fois tu vas être prêt surtout à te planter, parce qu'avec un peu de chance tu ne te planteras pas des masses, mais en tout cas faut en être prêt, faut être prêt à manger, faut être prêt à bouger ses fesses, faut être prêt à le faire, tu vois. Et vraiment, c'est le seul but, c'est la seule façon. Faut pas avoir peur de voir mieux pour soi. J'ai encore, putain, c'est l'épisode des stories pompiers, hein, mais j'ai encore un truc qui m'a marqué vraiment beaucoup à l'époque. Souvent, on est en train de discuter à la caserne, machin, etc., et même en dehors d'ailleurs, parce que c'est une profession qui traîne beaucoup ensemble. Donc t'es souvent avec les mêmes personnes, d'ailleurs, qui ont pas trop d'objectifs, quoi. Si, pour certains, si, il y a des sous-groupes, enfin tu vois comment c'est, mais forcément ça t'aide pas déjà. Et il y a une phrase qui m'a marqué d'un collègue, d'ailleurs de plusieurs collègues, mais là j'ai vraiment en tête une fois où je me rappelle très bien du contexte, d'un collègue qui me dit, voilà, donc moi je dis, il y a plein de trucs qui vont pas, je veux viser plus grand, j'ai un peu le discours que j'ai maintenant, et puis il me dit, ouais mais quand même, on est bien, c'est bien le métier de pompier, on est mieux ici qu'à l'usine. Et on est mieux ici qu'à l'usine, qui était un peu la mode à l'époque, tout le monde disait ça, putain ça me rendait fou ce putain de on est mieux ici qu'à l'usine, mais ta gueule, t'es con, pourquoi tu dis ça? Oui, on est mieux ici qu'à l'usine, on est mieux ici qu'au Pakistan aussi, hein, qu'au Bangladesh dans une flaque de boue, je veux dire, mais il y a aussi des gens blindés au Bangladesh, hein. Alors la police des commentaires, ne commencez pas à me faire chier, dès que je dis un truc, ah oui mais le Bangladesh tu connais pas, ta gueule. Enfin, pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que si t'as quel âge? J'ai l'impression que t'as 70 ans. Tu dis ça, tu parles comme un retraité. Oui, on est mieux ici qu'à l'usine. Oui, c'est encore. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a des usines qui sont très cool, hein. Enfin, je veux dire, si à l'usine, tu peux être ingénieur chez Ferrari aussi. Je pense que c'est sympa. Mais, enfin, ça m'a choqué en fait, pas pour l'idée tu vois, le côté gratitude, etc. Parce que je pense qu'en effet, peut-être, j'espère en tout cas, que c'était plus dans l'idée, ouais, bah, on a de la chance, on est privilégié, mais en fait, je pense pas. Je pense que c'était surtout l'idée, voilà, on est un peu planqué, quoi, et puis bah, on se contente, bah, un peu défaitiste, tu vois, oui, bon, on est mieux là, quoi, je me contente un peu du truc. Et ça, c'est chiant, tu dois refuser ça, tu dois combattre ça, ce genre de conneries, vraiment, ça marche pas, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Si tu vois comme ça, si tu penses comme ça, si tu t'autorises à penser comme ça, si tu t'autorises même à écouter ce genre de bullshit, à être d'accord, à pas réagir, tu vas dire, ah ouais, t'as raison, on est mieux ici qu'à l'usine, mais ta gueule, non, t'es con, quoi. T'as pas envie de faire mieux des fois, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie de gagner plus, t'as pas envie d'avoir plus de temps libre, t'as pas envie de faire un grand projet, t'as pas envie de faire un truc qui vraiment te... Et c'est même pas, je sais, encore une fois, il y a plein de gens, en effet, alors attention, le métier de pompier, c'est ambivalent, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont qui ont toujours voulu faire ça, qui adorent ce métier, qui sont très épanouis là-dedans, hein. Mais c'était pas comme ça le sens de la phrase, hein. C'était pas, mais rends-toi compte, on fait un métier qui aide les gens. Non, c'était vraiment, ça je respecte tout à fait. C'était vraiment, on est mieux ici qu'à l'usine, genre, bon, on est pas mal planqué quand même, hein. On est planquette là. Bah oui. On va aller faire l'inventaire, après on ira au sport. Si ça sonne pas, on ira faire une petite manœuvre. Et après on ira manger, on fera la sieste. Et puis voilà, tiens, il n'y a rien qui sonne. Donc voilà. Bah, je vais finir là-dessus. Refuse ça. Tiens, je te résume. Clé 1, l'engagement. Bouge ton cul, consacre du temps, sous-estime pas le travail, sors de ta zone de confort, vise plus grand. Clé 2, découper, mesurer, obligatoire. Découpe tes projets pour avancer, pour qu'ils paraissent moins gros, mesure pour accélérer, fais en sorte de systémiser en blocs, en briques, pour pas tout faire à la fois. Accepte que fait est mieux que parfait, accepte de faire des tours finalement sur ces briques et d'y revenir. Et puis, tu peux regarder ce que tu faisais à 10 ans, si tu veux, ou il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou l'an dernier, si tu veux un petit peu te chauffer pour voir le parcours finalement, à force de découper et de mesurer. Travaille ton anticonformisme. Fais et demande ensuite, ou répare ensuite, sois leader, attire des gens qui sont comme toi, parce que tu vas les chauffer, parce que tu vas les inspirer, accepte d'être un putain d'extraterrestre,
Accepte de, comme Jerry Lee Lewis, de mettre le feu au piano. Peut te rappeler du piano en feu. La clé 4, c'est travailler pour plus grand que soi. Okay, donc passer au niveau de conscience supérieure sans faire de câlin aux arbres. Voir plus grand, voir plus loin, voir que le monde est différent, voir aussi la chance que tu as. Et chercher à plus servir les gens, chercher à plus tirer les gens vers le haut, et ça te le rendra bien. La clé 5, c'est s'exposer à des gens d'un autre niveau. Décale la norme, challenge les résultats. Ça fait baisser l'ego. Pas l'écho. L'écho, il est toujours là. Ça fait baisser l'ego. Ça te donne des idées pour de nouveaux projets, du réseau, de l'inspiration. Et la dernière clé, ne vis pas le rêve de quelqu'un d'autre. Vis ton propre rêve, accepte de voir plus gros, n'aie pas peur de t'avouer ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu veux vraiment, ne subis pas ta vie, elle est courte cette putain de vie, je veux dire, tu peux traverser la route et te faire écraser par un putain de bus. Ouais, je veux dire, ça peut s'arrêter demain, donc ça serait quand même un petit peu dommage. Sur cette touche de gaieté et de bonne humeur, je te dis à très bientôt pour le prochain Business en bagnole. Partage cette vidéo à quelqu'un à qui elle peut servir. Ciao.